bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous entendez ma voix au-delà de la climatisation? Ok, super. Alors on est ensemble pour 1 heure, pour 45 minutes à peu près de présentation, un peu interactive, et après 15 minutes pour vos questions. Alors moi je suis Pauline Denis, je suis ingénieure au Shift Project et sur les sujets de transition et de prospective, et en particulier sur un site internet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et bonjour, moi je suis Rémi Grimaud, je suis aussi ingénieur au Shift Project sur les sujets de prospective et industrie. Et j'ai aussi participé au site internet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ouais, donc merci à BPI, merci Mathilde notamment de nous avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. On va vous présenter donc ce site, ce qu'il contient, comment est-ce qu'on navigue dessus et quel a été le contexte de sa construction. Avant ça, peut-être vous présenter ce que c'est le Shift Project, si certains d'entre vous ne sont pas familiers avec cette association. Donc c'est une association qui a été construite en 2010. C'est une asso d'entreprise, c'est-à-dire que ce sont que des personnes morales qui nous financent. Et on s'est donné comme mandat de nourrir les connaissances autour de la transition énergétique via des projets, via des chantiers qui sont répartis par secteur économique de la société. Voilà pour le Shift. Et on a une association sœur qui s'appelle les Shifters, qui sont eux des personnes physiques, des bénévoles, qui nous aident dans ce même mandat, dans ce même objectif, au cours de nos travaux et de nos présentations. En 2020, le Shift a construit ce qu'on appelait le plan de transformation de l'économie française, le PTEF, qui globalement consistait à comprendre quels étaient les enjeux pour les secteurs économiques français de la transition et des objectifs de transition que l'on s'est fixés dans le cadre des accords de Paris, donc vous savez, qui se traduisent en la neutralité carbone d'ici 2050. Voilà pour ça. Ok, je vais commencer par vous présenter le projet. Donc nous, notre site, comment il s'appelle? Il s'appelle comprendre2050.fr. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est comprendre les scénarios de transition 2050. Alors, scénario de transition, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Enfin, ce qu'est les scénarios, ce qu'est la prospective. Donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Donc un scénario, c'est une histoire, c'est un imaginaire qui a un objectif commun ici, c'est la neutralité carbone en France en 2050. Et le but, du coup, c'est d'écrire les sociétés autour d'un cadre qui est multi-énergie, donc l'évolution et les impacts sur les consommations énergétiques et la production d'énergie, et sur les multisecteurs. Donc on va s'intéresser à tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le résidentiel, voire même la culture et autres. Donc ces scénarios, c'est pas de la science-fiction en fait. Pour les construire, on s'appuie sur des bases techniques. Donc qu'est-ce qu'on entend derrière les bases techniques? C'est tout ce qui est les technologies existantes, les rendements derrière ces procédés, etc. Et ces bases techniques, on s'appuie sur des modèles qui respectent certaines lois mathématiques et des lois physiques. Et du coup, on se repose sur les bases physiques. Et donc ça fait qu'à la fin, on essaye de ne pas faire de la science-fiction et qu'il y a un aspect réaliste à ce qu'on essaie de raconter. Et donc en fait, ces scénarios, ils visent à décrire l'ensemble de l'économie, que ce soit en termes d'activité. Donc on va retrouver tout type d'activités, donc les activités à base physique qu'on entend souvent parler, notamment en termes d'énergie et de transition, qui sont l'industrie, le logement, etc., mais aussi les secteurs serviciels qu'on a essayé de traiter, nous aussi, du côté du Shift Project, ainsi que les différents vecteurs énergétiques, donc électricité, gaz, hydrogène, etc. Et on regarde aussi les impacts que ça peut avoir, donc que ce soit en termes d'émissions, d'impact d'emploi, économie, ressources, sol, etc., etc. Et donc, il peut y avoir différents types de scénarios qui reposent sur ces mêmes bases physiques, etc. Et donc, en fonction on peut représenter différents types de sociétés, etc. Et donc, nous, on a cherché à comparer avec les autres acteurs qui font de la prospective en France, donc Negawatt, qui est une association un peu comme la nôtre, et l'ADEME, qui eux aussi ont fait des scénarios. On s'est réunis tous ensemble et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un point sur les scénarios qu'on a sortis pour mettre en avant les consensus et les dissensus autour de ces scénarios pour informer tout le monde et essayer de monter en compétence les gens sur ce à quoi pourrait ressembler 2050. Donc sur quel scénario concrètement on s'appuyait? Sur celui de Negawatt, je disais, donc qui s'appelle Negawatt 2022. Sur les 4 scénarios de l'ADEME qu'on retrouve dans le rapport Transition 2050, donc ça va de 1 à 4. Sur notre scénario dont on a parlé Pauline juste avant, qui est le PTEF. Et on a rajouté en plus le scénario de RTE qui est Futur énergétique 2050. Donc ceux-là, ce n'est pas des scénarios qui sont multi-secteurs et multi-énergie. Ils sont uniquement sur l'électricité. Mais c'est un scénario qui est tellement poussé, il a fait référence dans le domaine. Et du coup, on a décidé de s'appuyer dessus. Et certains de nos scénarios s'appuient même sur ces scénarios-là. Et enfin, on a mis en regard la trajectoire de référence française, la SNBC.
Et concrètement, comment on a construit ce site? Du coup, on s'est appuyé sur nos 5000 pages de rapports. Et par thématique, on allait chercher tous les extraits qui étaient traités dans ces rapports. Et après, on a synthétisé, vulgarisé autour de chaque thématique. Et à la fin, on a fait valider par tous les prospectivistes. Donc, on a le chiffre projet, on a dit oui, nous, on est d'accord avec ce qu'on a dit là. L'ADEME, il dit on est d'accord avec ce qui est dit là. Negawatt, on est d'accord avec ce qui est dit là. Et comme ça, après, on a pu le mettre sur le site. Donc, en fait, c'est pas un site du chiffre project, mais c'est vraiment un truc en marque blanche où on est en tant que prospectiviste français, quoi. Et on a un devoir de transparence. Du coup, on a mis à chaque fois toutes les citations et les bouts de rapport de d'où venaient les phrases qu'on peut dire. Voilà. Ok, donc là, on vous a un peu présenté le contexte et surtout les éléments sur lesquels on s'est basé pour construire les décryptages que vous trouverez sur le site. On va passer à une partie un peu plus interactive, donc je vais vous demander de scanner le QR code que vous avez ici. Contorsion. Alors, dans les 15 minutes qui vont suivre, globalement, le plan, ça va être le suivant. On va vous poser une question. Ouais. My bad. Oui. C'est bon. Donc, on va vous poser une question. Et normalement, vous n'avez même pas à vous loguer. Vous pouvez directement rentrer sur la partie question. On va vous laisser le temps de répondre. On va vous donner la bonne réponse, là où les bonnes réponses. Et ensuite, on va un petit peu épiloguer 1 minute pour expliquer sur la base de ce qui est sur le site pourquoi est-ce que les bonnes réponses sont celles-ci. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez quelque chose sur votre téléphone? Ok, il arrive. Ok. Ok. Vous avez toujours attendu. Ok. Au pire, ce sera pas interactif. Oui, bah désolé, ça fonctionne pas. C'est pas très grave, ça vous empêchera pas d'apprendre ce qu'on a à vous apprendre, on espère. Alors la première question, Rémi, je te laisse y aller. Yes. Est-ce qu'il existe une trajectoire de référence pour la France pour sa décarbonation? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vas-y. Bon, bah, la réponse est affichée et la réponse est vraie. Cette trajectoire de référence, elle s'appelle la SNBC, donc c'est la stratégie nationale bas carbone. Numéro 2, donc c'est la trajectoire qui est actuellement en vigueur et qui est en train d'être reconstruite. Donc elle est actuellement en train d'être débattue afin de construire la SNBC 3. En tout cas, celle qui est en vigueur aujourd'hui, c'est la SNBC 2 et elle est intégrée dans nos scénarios. Okay, peut-être que là, ça a fonctionné, parce que là, on vous voit. Et donc, si je clique, est-ce que ça fonctionne? Ah ouais. Ok. Donc, cette question, c'est autour de quel objectif commun les scénarios convergent-ils? Normalement, on en a déjà parlé. Donc, est-ce que c'est la neutralité carbone? Est-ce que c'est abolir les énergies fossiles? Est-ce que c'est préserver la biodiversité? Normalement, il vous reste 10 secondes pour répondre. Ok, bon, bah, on ne vous apprendra pas grand-chose. Et donc, c'était bien la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, c'est quoi? C'est l'équivalence entre les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et le niveau de captation carbone par les puits de carbone. Moi, j'aimerais juste préciser que c'est un objectif politique et que globalement, ce qui est important, c'est les émissions cumulatives. C'est-à-dire que si on arrive, qu'on émet autant d'aujourd'hui jusqu'en 2049 et qu'en 2050, on est neutre en carbone, il y aura quand même des soucis de réchauffement. Et ce qui est important, c'est vraiment voilà, c'est le cumulatif et non pas l'objectif de neutralité. D'où l'importance dans nos scénarios des trajectoires et pas uniquement de l'objectif 2050. Voilà. C'est ce qu'on essaye de construire dans nos scénarios. Alors, la troisième question, c'est quelle sera la consommation d'électricité en 2050 selon les scénarios? Sachant qu'en 2020, elle était de 545 TWh.
Ok, super intéressant. Donc on a plein de... On aurait peut-être dû monter l'échelle, visiblement. Ah, 0 même. Ok. Donc on est sur la décroissance. Très sobre. Vas-y, je te laisse présenter du coup les résultats. Oui. Ouais. Donc il n'y a pas de réponse exacte. Il y a une fourchette entre 540 et 860 TWh. La plupart des scénarios, on pourrait dire tous les scénarios, imaginent que la consommation d'électricité en 2050 va croître par rapport à aujourd'hui, du fait de l'électrification de nos usages. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on peut trouver sur le site à propos de cette consommation. Le graphe que vous avez à gauche, c'est selon tous les scénarios que l'on a étudiés, la consommation d'électricité en 2050. Et ce que vous voyez tout à gauche, c'est la consommation d'électricité en 2019. Donc vous pouvez voir qu'en effet, ça croît dans tous les scénarios. Plusieurs facteurs déterminent l'évolution de cette consommation. Des premiers facteurs de l'ordre de la sobriété, qui permettent de réduire la consommation. Donc tout dépend des politiques de sobriété qui seront adoptées d'ici là. Et puis des facteurs de l'ordre de l'efficacité. Alors ça dépend des volontés politiques autour de la réindustrialisation sur le territoire français, des niveaux d'électrification des équipements qu'on utilise, les véhicules par exemple, mais aussi de niveaux de production de certaines industries, par exemple l'hydrogène. Certains scénarios parient beaucoup sur l'hydrogène, auquel cas, pour le produire, lorsqu'on veut que ce soit de l'hydrogène vert, c'est-à-dire décarboné, il faut de l'électricité, ce qui induit des conséquences sur les niveaux de consommation d'électricité des scénarios. Voilà. Et enfin, des recours aux technologies de captation du carbone et de stockage qui aussi influent sur les consommations d'électricité. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, tous les scénarios imaginent une augmentation de la consommation d'électricité. La question, c'est comment et répartie en quelle part entre les parts de la sobriété et les parts d'efficacité. Oui. Alors, GRDF, c'est pas un scénario qu'on a étudié. Donc, il n'est pas dedans. Tout à fait, l'association Mégawatt, 2022. Du coup, on est passé à une autre question qui était quel avenir pour l'hydrogène dans les véhicules légers en 2050. Donc là, on est sur une question quand même un peu plus précise, un peu plus concrète. Et donc voilà, il y a les réponses qui s'affichent. Donc les scénarios, ils sont globalement d'accord qu'il y aura moins de 5% des voitures qui rouleront à l'hydrogène en 2050. Donc ça, c'est un consensus qui est fait de la part des scénarios qui devrait pas, ça devrait pas prendre une place significative dans les transports légers. Donc en fait, c'est des questions d'efficacité derrière. C'est-à-dire que pour produire cet hydrogène, on a besoin d'électricité décarbonée et que du coup, il y a les rendements pour produire l'hydrogène qui après arrivent dans les rendements de la voiture. Et donc, c'est plus intéressant avec la maturité technique des voitures électriques aujourd'hui de passer par les voitures électriques. Et donc, voilà. Donc, il n'y aura pas de voiture à hydrogène dans nos scénarios en 2050. Du moins peu. Ouais. Alors la prochaine question, c'est quelle est la part qu'occupera le gaz pour le chauffage? Donc, quand on parle de chauffage, on parle à la fois de chauffage résidentiel, c'est-à-dire le chauffage pour les maisons, les habitations, et de chauffage pour le secteur tertiaire. Ok, c'est intéressant. Alors globalement, que ce soit pour le tertiaire comme pour le résidentiel, les scénarios imaginent une forte réduction du gaz pour le chauffage entre moins 90 et moins 55%, sachant que la réduction, elle est un petit peu plus appuyée dans la plupart des scénarios sur le chauffage résidentiel que sur le chauffage tertiaire. Mais globalement, on fait beaucoup moins appel au gaz pour chauffer nos maisons et les activités du secteur tertiaire. Ouais, du coup, tu as répondu. Tu peux encore passer. Ok, donc on repart. Ouais, roulera-t-on en électrique en 2050? Donc j'ai un peu répondu à la question d'avant. Et donc là, petite subtilité, quand on dit roulera-t-on, on parle donc tant des véhicules légers, dont Rémi vous a parlé tout à l'heure. Véhicules légers, c'est les voitures qu'on utilise individuelles, et que du transport lourd de marchandises. Ok. Et donc,
je me suis baladé ce matin un peu là dans l'événement. Et donc il y a beaucoup de stands qui parlaient de méthanol, de biokérosène, etc. Donc les scénarios, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Globalement, dès que l'électrification est possible, les scénarios font de l'électrification. Et le problème, enfin c'est pas le problème, mais ils font appel à ces leviers, de tout ce qui est biomasse, bioéthanol. Sauf que ces leviers, ils sont en conflit d'usage, étant donné que la biomasse, il y a plein d'utilisations qui peuvent être faites. Et du coup, ils sont priorisés aux applications qui ne sont pas électrifiables ou qui sont difficilement électrifiables, qui sont du coup indispensables comme pour l'aviation et les transports lourds. Donc voilà où on retrouve ces autres carburants. Et donc on n'en aura pas dans nos voitures et peut-être dans nos camions, mais pas. Les scénarios privilégient l'électrification globalement. Alors la prochaine question, elle concerne le revenu des ménages et elle est la suivante. La transition énergétique imaginée par les scénarios étudiés réduira-t-elle le revenu des ménages? Les 4 réponses possibles, donc non et de manière certaine, pardon. Non sous certaines hypothèses, oui et cela dépend des scénarios. Alors, dans tous les scénarios qui ont quantifié l'impact de leur modèle sur le revenu des ménages, non, sous certaines hypothèses, la transition énergétique ne réduira pas le revenu des ménages. Alors là-dessus, il y a des grosses pincettes à mettre sur ce résultat. Tous les prospectivistes dont on vous a présenté les scénarios tout à l'heure ont construit des modèles qu'on dit physiques. C'est-à-dire que globalement, on somme des atomes, on somme des énergies, on somme des flux vraiment physiques pour essayer de quantifier nos activités et l'impact carbone de nos activités. Ça, c'est sur l'aspect physique. Quand on veut parler économie, c'est des modèles qu'on ne contrôle pas. Donc lorsqu'on a envie de quantifier l'impact de nos scénarios sur l'économie, en fait, on utilise des scénarios qui existent déjà, des scénarios économiques qui sont eux-mêmes basés sur des hypothèses qu'on ne contrôle pas. Il se trouve que dans la plupart de ces scénarios économiques, une des hypothèses de base, c'est la croissance économique. Donc en fait, si en hypothèse on a de la croissance économique, nécessairement en sortie on va avoir de la croissance économique. Donc juste pour vous dire qu'il y a quand même des grosses pincettes à mettre autour de ces résultats et les prospectivistes et les scénarios assument que ces résultats soient à analyser plus profondément. Et juste pour que vous sachiez comment est-ce qu'on fait, donc parmi les scénarios qu'on vous a présentés, il y en a qui ne se mouillent pas et qui se disent nous, on contrôle juste la partie physique, donc on ne s'intéresse pas aux impacts de nos scénarios sur les revenus, sur l'économie. C'est un petit peu le cas du Shift. Certains ont réalisé une analyse quantitative en utilisant donc des scénarios préexistants, c'est le cas de l'ADEME, et d'autres ont fait des textes, donc des narratifs autour de l'impact de leur scénario, mais sans quantifier. Ouais, ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, les scénarios, c'est pas de la prévision, c'est vraiment juste une histoire. Et donc, on essaie de raconter l'histoire qu'on veut raconter et on met en entrée ce qu'on veut raconter, quoi. Mais enfin, c'est pas une prévision de ce qui va se passer. Ok, donc là, on va enchaîner 3 questions d'ordre énergétique. Donc la première question est, restera-t-il des sources d'énergie fossile dans le mix énergétique français en 2050? Donc on a 3 réponses, oui à 70%, oui à moins de 10%, oui à 50% et non. Et actuellement, je crois qu'on est autour de 70% dans le mix énergétique. Ok, et ben exactement, c'est ça, c'est oui à moins de 10%. Et donc pourquoi on n'atteint pas le zéro? Donc il y a certains scénarios qui arrivent à s'approcher du zéro, mais il en reste toujours un peu, parce qu'on a besoin de ressources fossiles déjà dans certains usages matières, donc, comme pour les plastiques, etc. Et dans certains scénarios où la consommation énergétique augmente tellement, même avec toutes les hypothèses de déploiement faites sur les énergies renouvelables, etc., il reste des fois des besoins d'énergie fossile. Et du coup, ces besoins-là et les émissions sont compensés par des puits de carbone qui soient technologiques ou naturels. Oui. Ouais. Non. Ouais. 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 Bah,
Ouais, bon, on en parlera sur les impacts, etc. On retournera à la question aussi tout à l'heure. Mais oui, enfin, les scénarios ne le faisaient pas assez sérieusement, ils le font de plus en plus sérieusement, mais s'intéressent aussi aux ressources dont ils ont besoin pour faire leur scénario, justement. Mais, et après, sur la notion fossile, durable, etc., on pourra en discuter. Mais... En fait, la question que vous posez, c'est est-ce que dans l'analyse de cycle de vie de ce qu'on utilise, on va jusqu'à la mine et est-ce qu'on prend ça en compte globalement? Mm. Qu'est-ce qui est durable, etc. Quand on parle d'énergie fossile, on imagine le pétrole et le gaz. Mais finalement, est-ce que le plutonium, est-ce que les terres rares, le lithium, etc., ne devraient pas être considérés comme des énergies fossiles? Alors, nous, on appelle ça des matériaux, des ressources, ouais. On n'appelle pas ça de l'énergie fossile dans le sens où on n'utilise pas en tant qu'énergie, mais en tant que matière, quoi. On appelle ça ressources, par contre, on quantifie les atomes de carbone liés à ces ressources. Oui. On les ignore pas. Et on s'intéresse à est-ce qu'il y en aura assez pour faire de l'argent, quel impact ça peut avoir, etc. Et de plus en plus. C'est-à-dire que notre porte d'entrée était quand même l'énergie et le climat. Et après, de plus en plus, donc là, tous les scénaristes sont en train de réfléchir à refaire nos scénarios prospectifs. Et on prend en question de manière plus sérieuse le besoin en ressources, à quel point on en demande, à quel point c'est soutenable, etc. etc. Merci. Merci. Vas-y. Est-ce que vous prenez en compte aussi les scénarios géopolitiques? Par exemple, le fait que les États-Unis se soient retirés de l'accord de Paris, ou alors l'évolution de ce qui va être en Chine, leur utilisation du charbon? Alors la réponse est très claire, c'est non. Et on est tout à fait conscient que c'est un vrai sujet, la souveraineté, surtout quand on parle réindustrialisation et surtout vu du contexte géopolitique actuel. Rémi, vous parlez d'actualisation de nos scénarios. On aimerait faire dans notre prochain scénario des analyses de sensibilité de notre modèle et de notre trajectoire vis-à-vis de chocs, de crises. Ça peut être une crise sanitaire, ça peut être une crise énergétique. Donc c'est pas fait, mais tout le monde a conscience du fait que c'est nécessaire de le faire. Voilà. Et d'ailleurs, on commence l'année prochaine au Shift un projet défense parce que le secteur de la défense est tout à fait conscient de sa non-résilience. Et donc, c'est des sujets qui sont présents chez nous et on en discute. Merci. Donc là, je crois qu'on passe à une question qui anime les foules normalement. Ah ouais. Quelle sera la part du nucléaire dans la production électrique française, sachant qu'elle est d'environ 70% aujourd'hui? Donc là, on parle bien de la production électrique, pas énergétique. Vraiment que l'électricité. Ouais. Et même en énergie finale, pour être précis. Et ouais, vous êtes majoritairement trompé. Et du coup, c'est super intéressant pour vous expliquer pourquoi en fait c'est entre 0 et 50% et que personne n'a trouvé la bonne réponse. Je vais vous montrer après les diagrammes. J'ai une dernière question d'ordre sur le réseau électrique, enfin sur la production électrique, pardon. Si j'arrive à la passer. C'est bon, je change de slide. Et ouais, donc quelle sera la part des ENR cette fois-ci dans la production électrique française? Sachant que je rappelle que le nucléaire, c'est moins de 50% dans les scénarios. Ouais, très bien. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe pour notre mix de production français d'ici à 2050 dans nos scénarios? Donc on a une première dynamique qui est la fermeture du parc nucléaire historique. Donc le parc nucléaire historique qui a été mis en route des années 1970 jusqu'à 2000 à peu près, arrive à sa fin de vie au fur et à mesure. Au début c'était 40 ans, là ça a été poussé, on est plutôt sur des horizons de 60 ans. Et des fois, 80 ans est évoqué des fois dans les débats. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on va devoir fermer ce parc nucléaire à un moment donné. Et pourquoi le nucléaire du coup diminue? Parce que on n'arrivera pas à refaire et à reproduire, enfin, ce qu'on a réussi à faire, donc autant de nouvelles installations nucléaires aussi rapidement. C'est-à-dire qu'industriellement aujourd'hui, on ne sait plus, et enfin on a vu avec Flamanville, etc., mais on ne sait plus réinstaller du nucléaire aussi rapidement à des rythmes qui ont été observés avant. Et par contre, à l'inverse, les rythmes de production des ENR, on arrive à développer beaucoup plus facilement. Et du coup, vas-y. ENR, énergie renouvelable. Oui, pardon.
Excuse-moi. Et donc, tous les scénarios, par contre, comptent sur le développement massif des ENR, sachant que d'ici à 2035, on ne pourra pas construire de centrales nucléaires. Par contre, on va avoir besoin, pour faire face à l'électrification qu'on a vu juste avant avec Pauline, qu'on avait une augmentation de la consommation d'électricité, de développer dans tous les scénarios les ressources renouvelables. Et donc le graphe que vous voyez ici projeté, c'est exactement ce genre de graphes qui sont disponibles sur le site. Ce que vous voyez ici, donc c'est relatif. Donc vous avez ici le mix de production d'électricité en 2019 en France. Tout ce qui est jaune, c'est le nucléaire. Et ici, dans tous les scénarios qu'on a étudiés, vous voyez donc la part de chacune des sources pour produire l'électricité en France. Tout ce qui est jaune et orange, ça reste le nucléaire. Donc vous voyez que dans tous les cas, la part est bien moindre vis-à-vis de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et qu'elle est au maximum à 50%, comme vous le voyez là. D'ailleurs, on a des scénarios qui sont 100% renouvelables et on explique aussi dans le site pourquoi ça, c'est techniquement envisageable et pourquoi il y en a qui en font le choix, d'autres qui ne font pas le choix, etc. Tout ça, c'est expliqué dans le site. On peut en revenir dans la partie question si ça vous intéresse. Il y a 2 questions. Non, le rouge, c'est le PV. Le gaz, c'est le orange. Et donc, on en a un peu dans l'ADEME S4. Je ne sais plus si j'avais dissocié la part de biogaz. Normalement, oui. Mais en gros, on en a encore un peu dans l'ADEME S4. L'ADEME S4, ça ne doit pas forcément vous parler, mais c'est un scénario qui a une grosse consommation d'électricité. Enfin, une grosse consommation d'énergie parce que globalement, on garde les usages d'aujourd'hui. Enfin, c'est un imaginaire qui est très orienté technologie. Et voilà. Merci. Allez-y. Je me pose des questions juste quant à vos hypothèses, parce que le président a dit que pour la France, nous allions construire encore des centrales nucléaires. Oui. Donc la part du nucléaire va être encore importante. Oui. Alors quand ces scénarios ils ont été faits, c'était en 2020, enfin c'était avant les élections présidentielles, parce que le but à chaque fois c'est d'influencer le débat politique. Ça n'avait pas encore acté qu'il y avait une relance du nucléaire. Et même les acteurs qui sortent du nucléaire défendent qu'il est encore aujourd'hui possible de sortir du nucléaire. Et donc là, l'idée, c'est pas forcément de prendre en compte tout ce qui est dit par l'État, mais même des fois de challenger les visions de l'État. Tout dépend de ton objectif derrière ton scénario. Nous, on a fait le choix au Shift. Nous, notre scénario, c'est PTF. On fait le choix de garder du nucléaire, mais c'est pas le cas de tout le monde et ça s'entend. Et nous, notre site, là, c'était vraiment mettre en avant la vision de tout le monde et qui fait ces choix-là, quel impact ça a, quels sont les consensus, malgré les divergences idéologiques, etc., de la part des scénaristes. Et voilà. Et juste pour ajouter, là on parle vraiment en part, donc on est en pourcentage. Dans la mesure où la consommation d'électricité va augmenter, même si on garde la même production brute de nucléaire, la part sera moindre, forcément. Ok. Alors là, je crois, dernière question. Quelles sont les dimensions autres que le climat qui ont été étudiées par les scénarios, quitte à ce que ce soit de manière assez lacunaire? C'est pas grave. Alors en fait, toutes les réponses étaient bonnes. Les scénarios se sont, pour certains, intéressés au pouvoir d'achat, donc aux aspects économiques et aux aspects sociaux. Donc à la fois sur le PIB, l'impact de la transition sur le PIB, sur le pouvoir d'achat. Il y a aussi des questions sur l'artificialisation des sols, donc des sujets plus biodiversité. Les scénarios qui s'y sont intéressés assument que leurs recherches sont encore très faibles et trop faibles et qu'il faut plus travailler là-dessus. Mais en tout cas, le sujet a été abordé. Et de même pour la gestion de l'eau. Il y a aussi quelques éléments sur la gestion de l'eau. Et en fait, il restait une question qui est... Allez. Hop là. Qui est sur les paris technologiques. Ouais. Sur quelle technologie et ressources de rupture parient les scénarios? Est-ce qu'il y a l'avion à batterie, les SMR, l'avion à hydrogène, le nucléaire, la fusion nucléaire, donc le projet ITER, si ça en parle à certains. Okay. Bon, déjà, c'est bien, c'est que personne n'a misé sur l'avion à batterie. Et par contre, vous avez beaucoup parlé de la fusion nucléaire. Et ben en fait, à horizon 2050, nous, les scénarios, quand on construit les scénarios, on essaye de... Quand je disais au début qu'en fait c'était pas de la science-fiction, c'est qu'on essaye au regard de l'industrie, au regard de tout ce qui se passe et de
de la recherche scientifique. Est-ce que c'est envisageable dans 2050 avoir de la production issue par exemple de la fusion nucléaire? Et donc globalement, quand on s'intéresse à ça, on se rend compte que les délais sont trop courts et qu'en tout cas, il y a une incertitude qui est trop forte pour miser sur ces technologies-là. Et vu qu'on veut que les scénarios soient vraisemblables, on essaye de s'appuyer au plus possible sur les technologies qui sont déjà présentes à des stades de développement assez élevés. Des fois, on parle en TRL, enfin, technologie readiness level de 9, 6, enfin voilà, enfin, bref, sans être trop technique. Et donc voilà, c'était la dernière question. Allez-y. Alors, pardon. En gros, là, on parlait de la fusion nucléaire, et là, il y a la fusion nucléaire et la fission nucléaire. Et donc, la fusion. Ah, small modular reactor. Alors, non, ça, c'est ouais, ça, c'est différent. Alors, ça, c'est du nucléaire, mais ça, c'est de la fission, et ça, c'est les petits réacteurs. Si, bah alors les SMR, par contre, ça, alors, c'est un stade déjà plus avancé. Il y a des startups qui se montent, il y a déjà des trucs. C'est une technologie qui est maîtrisée, la fission, contrairement à la fusion. Et les SMR, il y a certains scénarios, même RTE N03, nous, je ne suis pas sûr, mais il y a certains scénarios, dont RTE, qui misent, et, ah oui, il y a l'ADEME S4 qui mise sur ces technologies-là. Mais je n'ai pas compris. Vous parlez de ce slide? Eh bien, en fait, c'est dans le nouveau nucléaire, en jaune clair. Et en fait, on y associe à la fois les EPR et les SMR, du coup. EPR, c'est European Pressurized Reactor, enfin la technologie française des REP. Bon, bref, enfin voilà. Oui, j'ai une petite question, c'est sur l'obsolescence des centrales nucléaires. Vous la prenez en compte? Oui. 2050. Ouais. Est-ce que vous prenez en compte l'obsolescence du coup des ENR, ouais. Voire durée de vie de PV et durée de vie d'éoliennes, quoi. Parce que c'est quoi, c'est 30 ans? Donc 2050. Non, ça dépend. Il y en a des fois c'est 20-30 ans. Tout dépend. Vas-y. Tout à fait. Toutes les technos auxquelles on fait appel ont des durées de vie. Ouais, du coup, on prend en compte le renouvellement. Et d'ailleurs, il y a un levier qui s'appelle le repowering qui est de remplacer les éoliennes actuelles par des éoliennes plus puissantes. Et donc ça permet de, sans avoir d'empreinte au sol, etc., mais d'augmenter la puissance de ton parc éolien, étant donné que juste tu mets des éoliennes plus puissantes. Enfin bref. Donc dans la stratégie de remplacement, voilà, quoi. Et oui, c'est intégré. Parce que là, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait remplacer tout le parc existant, quoi, de ENR. 20 ans plus tard, la date à laquelle il a été installé, oui. Ouais. À peu près. Ouais, je trouve ça optimiste pour les ENR. Okay. Je suis dans le nucléaire, je fais des comptabilisations de situation qui visent à déterminer la durée de vie d'une centrale nucléaire. Et on vient à se poser la question, pourquoi pas 80 ou 100 ans? Ouais. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les graphiques. Mais... Ouais, comme vous avez pu voir, effectivement, les scénarios sont assez contrastés en ce qui concerne leurs hypothèses sur le mix électrique. Et ça reste intéressant de considérer des scénarios très ENR comme des scénarios très NUC pour comprendre les implications, par exemple les besoins effectivement en techno renouvelables ou les besoins en compétences pour le nucléaire, etc. Et vous avez une interprétation pas de ces résultats-là, de ces différents scénarios? Pour vous, quelle est la meilleure solution? Wow. Ou pas du tout? Juste vous donnez des chiffres et vous mouillez pas? Non, on voit pas. Non, en fait, le but de ce site, c'était justement de comparer des scénarios avec des hypothèses très contrastées. Tous les prospectivistes, quand on fait des scénarios énergie-climat, notre objectif, c'est de mettre sur la table, pour les décideurs politiques, les hypothèses et les conséquences de ces hypothèses dans le cadre de la transition énergétique. En l'occurrence, Negawatt a fait un scénario qui est 100% ENR en 2050. Il y a des hypothèses, il y a des conséquences. Ouais. RTE a fait des scénarios très nucléarisés, le Shift aussi. Il y a des hypothèses, il y a des conséquences. En termes d'emploi, en termes énergétiques, en termes de résilience, en termes de souveraineté, on parle de géopolitique. Mais notre objectif, c'est simplement de mettre tout ce qu'il faut sur la table et on anime le débat autour de la transition énergétique. Et dans le cadre de ce site en particulier, on a volontairement été en partenariat avec des instances qui ont des hypothèses très différentes des nôtres. Je pense à Negawatt, mais aussi l'ADEME. L'objectif, c'était de montrer qu'on a quand même des grands principes autour desquels on est d'accord. Et c'est disponible sur le site. Il y a une fiche qui s'appelle « Les grands enseignements ». Et dessus, on voit tout ce sur quoi on est tous d'accord et aussi les points de dissensus. Ouais. Je vais rebondir juste. Nous, notre objectif,
c'est pas de dire le meilleur scénario, c'est le nôtre, faut faire ça, etc. Nous, quand on fait le PTF, le plan de transformation de l'économie française, ce qu'on veut, c'est qu'on se dit à l'État, et ça serait intéressant que tu poses une stratégie à 2050. Ce serait intéressant que tu donnes une vision de à quoi veut ressembler ta société. Après, tu donnes celle que tu veux, etc. Nous, on te montre dans quel cadre il faut faire ça, comment on pourrait faire. Donc, on donne un exemple. Et donc, c'est un peu comme ça que les scénarios ont été construits. Le but, c'est pas de dire il faut faire ça comme ça. Juste en mode, il est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer en 2050 et quelles implications ça va avoir, et essayer d'avoir une stratégie long terme pour pouvoir anticiper des chocs et pour pouvoir faire la transition, quoi. Et d'ailleurs, dans notre PTEF 2, c'est ce qu'avait introduit Pauline, dans le truc qu'on travaille, on travaille avec une notion de géopolitique et cette notion de choc. Et du coup, on est en train de dire, donc maintenant, on commence à faire de la planification. Et dans cette planification, il faut prendre en compte qu'il y a des choses qui peuvent avoir du retard, qu'il y a des choses qui peuvent avoir de l'avance, quel impact ça a. Et on essaie de rajouter de la complexité au fait d'avoir de la planification, quoi. Alors, donc, les scénarios on a une équipe RH qui est scalée et on a fait avec ce qu'on avait. Donc, on ne pouvait pas prendre tous les scénarios qui ont été faits en France. On a pris ceux qu'on estimait les plus débattus et les plus représentés sur l'espace public, qui, à notre sens, représentent une bonne limite droite et une bonne limite gauche de ce qui peut être fait d'ici à 2050. Ce qui ne veut pas dire que ça imagine tous les possibles. Et d'ailleurs, probablement aucun de ces scénarios n'est la réalité, ce qui se passera. On imagine que la réalité se trouvera probablement entre la limite gauche et droite définie par ces scénarios. Et même au début, on parlait d'inclure encore beaucoup plus de scénarios, mais c'est aussi un problème de ressources. Si on avait pu regarder tous les scénarios qui ont été faits à l'échelle française, etc., et tout, on l'aurait fait, je pense. Mais bon, voilà. Non, mais oui, mais alors, nous, on a pris les scénarios qui étaient faits du coup en 2020 et qui ne regardaient pas nécessairement ça. Puis surtout, nos scénarios sont basés sur des lois de la physique, des trucs très physiques. Et c'est vrai que la géopolitique, au début, on ne l'avait pas trop intégrée. Et maintenant, au vu du contexte, on est bien conscient que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, en fait, on n'a pas d'acteurs humains dans nos scénarios. Par contre, les conséquences de ce comportement, oui, c'est justement ce qu'on aimerait essayer d'intégrer. Alors, déjà, merci pour les 2 premières parties que vous nous avez présentées. Je ne sais pas si on m'entend. Top. oui, J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde idéal où en fait la demande va nécessairement être égale à l'offre. Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'à peu près entre 2030 et 2035, on va avoir un déséquilibre en fait avec une demande qui va être plus forte que l'offre aujourd'hui en France. Est-ce que vos scénarios couvrent les solutions qui sont par exemple, comme vous le disiez, d'allonger la durée de vie des centrales qui permettront de couvrir ce gap dans l'offre et dans la demande dans cette période? Oui. Les trajectoires de nos scénarios, c'est pas 2019-2050. C'est chaque année, on a notre trajectoire qui est fixée et donc, sur laquelle l'offre et la demande se répondent. Après, par exemple, nous, on avait prévu que la consommation allait augmenter à partir de 2020. Bon, on est en 2025, apparemment, on est en récession et la consommation continue de diminuer. Ça, on ne l'avait pas forcément prévu, mais donc en fait, tout dépend quelle demande tu mets en face. Et donc, un peu ce que j'expliquais, le but, c'est pas du prédictif, c'est vraiment raconter une histoire. C'est de la prospective, c'est un peu différent comme approche. Non, mais je comprends l'approche, mais l'idée, c'est aujourd'hui, il y a une grosse problématique. Enfin, aujourd'hui, MTE n'est toujours pas répondu sur comment, en fait, sur ces années-là, on va répondre à l'offre. Et donc, du coup, si du coup, vous l'avez pris en compte, quels sont, en fait, à 2030, ce qui va permettre de couvrir ce gap? Parce qu'aujourd'hui, la réponse, moi, je ne l'ai pas. Eh bien, sur la base de la demande qu'on a imaginée, encore une fois, l'offre qui est composée du mix énergétique, dont électrique qu'on vous a présenté, répond à cette demande. Ouais. Parce que là, c'est ça. Si on part sur des trucs un peu plus concrets, je pense qu'on peut faire référence avec les data centers, l'IA, la demande électrique qui augmente. Et donc, oui, RTE, dans son BP, il dit que globalement, toutes les demandes de conso, on n'aura peut-être pas assez pour produire. Bon, aujourd'hui, on est exportateur de 100 TWh
Donc on a encore un peu de la marge. Et puis après, c'est sûr que ça se trouve, si on électrifie beaucoup plus que prévu, parce qu'il y a des dynamiques qu'on n'avait pas forcément anticipées, comme le boom de l'IA, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y aura de la priorisation du usage. Et est-ce qu'elle sera économique en fonction de qui pourra s'acheter l'électricité, etc. Enfin, ça, on ne sait pas. Mais enfin, c'est... Enfin, ouais, voilà quoi. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, si normalement on a bien fait notre travail avec Rémi, vous devriez avoir envie d'aller sur le site et de parcourir des décryptages. Alors, les scénarios qu'on vous a présentés, donc l'ADEME, RTE, Négawatt, le gouvernement via la SNBC et le Shift via le PTEF, sont des scénarios qui s'intéressent à toute une panoplie d'activités économiques ou non. Et donc, vous retrouverez sur le site des décryptages tant sur ces activités, donc je répète, économiques ou non, que sur les énergies grâce auxquelles ces activités sont possibles, et enfin sur les impacts de ces activités, des impacts sociaux, économiques, environnementaux, biodiversité, etc. Les contenus de nos décryptages ont été écrits et pensés pour être accessibles à tous en termes de vulgarisation. Et pour cela, on a échangé avec beaucoup de journalistes pour comprendre leurs besoins dans le cadre des journalistes qui voudraient contextualiser les enjeux de la transition. Et on a évidemment travaillé avec des professionnels de la data visualisation pour construire le site internet. Toutes les activités économiques étant liées, les décryptages forment une sorte d'écosystème, et quand vous êtes sur l'un de ces décryptages, vous pouvez aller sur les décryptages liés, un peu comme sur Wikipédia, quand vous cliquez sur un nouveau mot qui vous amène sur une nouvelle page. Voilà, en revanche, tous les décryptages se veulent autoporteurs, c'est-à-dire qu'a priori, quand vous lisez le décryptage, vous n'avez pas fondamentalement besoin d'aller sur 5 autres pour le comprendre. Voilà, alors quelques chiffres clés sur le site. Comprendre 2050, c'est 150 décryptages à terme, organisés autour de 23 grandes thématiques, et accompagnés de mots-clés de la transition qui sont vulgarisés, définis et disponibles dans un glossaire. Voilà, donc j'ai précisé à terme, 150 à terme, parce qu'aujourd'hui on en a un peu plus de la moitié et on est en train de renforcer le site au fur et à mesure de la validation et décryptage entre partenaires et de la mise sur le site. Voilà, donc on va rentrer sur le site et pour ça, petit cas pratique. Donc disons que j'ai envie de me renseigner sur les véhicules électriques et de manière générale sur les enjeux de la transition énergétique sur le secteur des transports. Donc je vais me rendre sur le décryptage qui est en lien avec cette thématique, donc sur les véhicules électriques. Tous les décryptages commencent par un encart qui s'appelle « En bref ». Ça, c'est si vous n'avez pas le temps et que vous voulez voir en quelques paragraphes l'intégralité des éléments importants à retenir sur le site. En l'occurrence ici, voilà, si on lit ce paragraphe-là, il dit la consommation électrique des transports devrait très fortement augmenter, atteignant 4 à 40 fois plus de la conso aujourd'hui. En tout cas, la conso d'élec dans les véhicules va augmenter. Je vous parlais d'arborescence et de lien entre les fiches. Eh bien, il y en a une arborescence qui vous permet de cliquer rapidement sur les décryptages qui sont liés à celui que vous êtes en train de lire. Et au cours de la fiche, vous verrez, il y a un ensemble d'aides à la vulgarisation, tant des éléments visuels. Donc, vous voyez ici ce graphique qui trace la consommation électrique des transports en 2050 vis-à-vis d'aujourd'hui. Donc à gauche, c'est 2020. Et vous voyez par exemple ici que, en effet, la consommation électrique augmente. Mais et grâce à ce graphique, vous voyez qu'en plus, ça dépend énormément des scénarios. Les résultats sont très contrastés voilà, en termes de consommation électrique. Peut-être plusieurs fois, quand on a parlé, vous vous êtes demandé ce que ça veut dire scénario S4, S2, RTE N0, machin, etc. Pour répondre à cette demande, on a des fiches sur le site qui sont thématiques du scénario considéré. Donc en l'occurrence, si vous cliquez là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le lien ADEME S4, vous avez les hypothèses, la méthode et les grands résultats du scénario S4. Et c'est le cas pour tous les scénarios qu'on a considérés. Voilà, je vous parlais d'aide à la vulgarisation. Il y en a d'autres. Il y a aussi des aides de définition. Donc vous voyez ici en orange, donc c'est des mots dans un glossaire qui sont définis et des mots-clés de la transition. Les chiffres. Alors les chiffres, c'est ce qui a été très dur et très compliqué parce que les chiffres et leur unité, c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre. Mais en même temps, si on enlève tout, on n'a plus le sens. Donc ça a été très difficile de garder les bons pour que le sens ne soit encore là. Et en l'occurrence, on a donc construit un étalomètre qui permet de visualiser le chiffre, en l'occurrence ici 40 TWh, qui ne parle pas à grand monde, de contextualiser entre deux éléments qui parlent un peu plus. Voilà, donc on sait que 40 TWh, c'est 4 fois la conso d'élec annuelle de la métropole Aix-Marseille, par exemple.
Donc on a un peu plus l'idée de ce que ça représente. Voilà, et enfin, donc vous pouvez vous balader entre fiches, ça on l'a dit. Et puis il y a des éléments de contexte qu'on a estimés parfois pour alléger la fiche ou pour la compléter. À la fin de toutes les fiches, allez-y. Nos scénarios sont purement français. On ne l'a pas dit, pardon. Donc non. Non. Je crois que dans la construction des scénarios, on s'appuie sur les trajectoires du GIEC, notamment en termes de ce qu'ils attendent en termes de réchauffement. Donc c'est les 1.6, 1.5, enfin tous ces trucs-là, quoi. Non, mais parfois, effectivement, on en parle, mais jamais quantitativement pour se comparer à ces scénarios-là. Oui, tout à fait. Bon, je pensais y répondre à la fin, mais je fais un petit aparté. Alors, d'expérience, on actualise nos scénarios sur la base du rythme électoral, donc tous les 5 ans. On l'a fait en 2020 et là, en 2021, on va l'actualiser pour 2027. Donc tous les prospectivistes que vous voyez ici, effectivement, nos scénarios vont être actualisés pour les prochaines élections. Et d'ailleurs, on espère avoir la disponibilité RH au Shift pour actualiser le site sur la base de ces scénarios. Et pareil pour la SNBC, pareil pour le scénario gouvernemental. Oui. Vous, c'est qui ? Je l'ai un peu dit, mais pas trop. Le Shift, de manière générale, on est une asso d'entreprises. Donc, c'est des entreprises qui mettent de l'argent dans le pot commun. Et après, nous, avec cet argent, on a nos projets et on finance nos salariés. Ça, c'est le Shift. Et après, donc, ce site Comprendre 2050, il a été co-construit avec l'ADEME, Negawatt et le Shift. Et là, en l'occurrence, l'argent vient du Shift, donc des entreprises qui nous financent. À la fin des décryptages, lorsque cela était disponible, on a mis les éléments de la stratégie nationale bas carbone, donc les objectifs du gouvernement. Voilà, donc je rappelle, c'est la trajectoire qui est en vigueur aujourd'hui et qui est discutée actuellement. Voilà, et à la fin des décryptages, il y a des petits éléments, soit pour nous contacter, pour nous demander des précisions, soit pour nous dire que vous avez détecté une erreur. Et très important, selon ce dans quoi vous travaillez, à la fin des décryptages, il y a toutes les sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour écrire ce qu'on a écrit dans le décryptage. Alors source, on n'écrit pas juste le shift rapport PTEF, on écrit la page et on a ici aussi les citations sur lesquelles on s'est appuyé pour écrire ce qu'on a écrit. Voilà. Généralement, ça répond aux besoins des journalistes qui ont parfois besoin de sourcer ce qu'ils écrivent dans leurs journaux. Voilà. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le site il est disponible et que vous pouvez dès aujourd'hui vous balader dessus. C'est aussi probablement parce que vous devez être intéressé ou concerné par les enjeux de transition. Pour nous, la suite, on la voit en 2 temps. Premièrement, ce site il a vocation à vivre, donc on vous invite à vous balader dessus. À la fin de la présentation, il y a le QR code pour vous amener directement sur le site, mais c'est très simple, l'URL c'est comprendre2050.fr. Donc on vous invite à aller dessus, à le partager et à vous en imprégner. Et le deuxième temps, ce site il a vocation et il est en train de devenir la référence en termes de transition énergétique française, dans la mesure où il compare les principaux scénarios. Et donc on vous invite à également le partager à vos pairs, à vos camarades et à vos gens avec qui vous travaillez. Voilà la suite pour nous. Alors cette slide, on va pas la lire. Je vous rassure, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, des journalistes, des experts de la transition, évidemment des membres des 3 assos partenaires. Et voilà, donc on était accompagnés par un comité de personnes qui étaient des experts de la transition et qui nous ont aidés à prendre les grandes décisions de ce projet. Et voilà, pour terminer, donc le QR code du site, si vous avez envie de vous y rendre. Et voilà, ce qu'on aime bien dire à la fin de nos présentations, c'est que ce site il existe parce qu'en allant dessus, on se forme. Et puis ça aide à mieux parler aujourd'hui de ce qui va se passer demain et à mieux comprendre ce qui va se passer demain pour
pouvoir prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Merci. Ouais, on a des temps de questions. Ouais. On parlait tout à l'heure de géopolitique et l'influence de Trump, etc. Est-ce que la France, 68 millions d'habitants sur 7 milliards, on pèse une goutte d'eau. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau européen? Oui, tout à fait, il y a une réflexion. C'est un projet qu'on commence actuellement au Shift, mais très honnêtement, on est pour l'instant, de ce que j'ai vu, les seuls à le faire. On aimerait essayer de mettre tous les gens qui font comme nous dans les pays européens autour de la table pour essayer de partager les bonnes pratiques de la prospective et essayer d'accompagner aussi les décideurs, plutôt à l'échelle européenne, à Bruxelles, dans le cadre de leurs décisions. Aujourd'hui, on a vraiment commencé, hein, mais les peu de personnes auprès de qui on a sondé, il y a quand même un ressenti général que les chiffres, les décisions quantitatives et les objectifs quantitatifs de l'Union, parfois ne sont pas forcément issus de scénarios de transition et voilà, peut-être pas de données très physiques. C'est ce qu'on aimerait essayer d'accompagner et d'influencer, oui. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Et même, et nous on s'intéressait au scénario français, mais il y a des groupes, des organisations qui ont fait des scénarios à l'échelle européenne. Il y a Humber, et même la Commission, quand des fois ils payent des gens pour faire des scénarios à échelle européenne, pour après prendre des décisions sur le Green Deal et REPowerEU notamment. Enfin, quand ils donnent des objectifs de pourcent d'incorporation de e-carburant dans les bateaux, etc. Bah derrière, il y a un scénario qui est fait avec tout un tas d'hypothèses et qui te dit donc en 2030, si en 2050 tu veux être décarboné, en 2030 il faudrait que tu passes à peu près par ce point-là. Et du coup, on s'appuie là-dessus, quoi. Donc il y a différents acteurs de la prospective. Et juste pour finir, il y a certains secteurs économiques sur lesquels c'est moins pertinent de rester à l'échelle France. Je pense au numérique, par exemple, où beaucoup de décisions sont prises à Bruxelles. Et dans le cadre de ce, pour le coup, au Shift, on travaille beaucoup sur le secteur du numérique. Et dans le cadre de ce secteur, on a un lobbyiste qui est à Bruxelles et auquel cas on parle plutôt à l'échelle européenne. Oui, est-ce que vous avez un travail avec les entreprises pour justement apporter ces scénarios dans les entreprises, dans leur cadre soit de l'évolution de leur stratégie ou de leur plan énergie? Alors, donc le Shift, on reste un think tank qui travaille travaille au niveau des secteurs. Donc on n'a pas d'entreprise cliente. Il y a des cabinets de conseil comme Carbon 4 qui font ça. Nous, on est plus au niveau du secteur, mais nécessairement, on discute avec beaucoup d'entreprises des secteurs pour essayer de les comprendre avant d'imaginer des leviers pour les décarboner sans même leur avoir parlé. Donc oui, on les consulte. Oui, on travaille avec eux. Par contre, on n'est pas un cabinet de conseil, donc on ne va pas dans l'entreprise pour l'accompagner dans sa transition. En revanche, on fait beaucoup de présentations pour leur expliquer les leviers que qui nous semblent être les plus efficaces aujourd'hui, mais ça s'arrête là. Et on a accompagné aussi IF Initiative, et là c'est par Carbon 4, parce que c'est notre c'est le cabinet de conseil qui en est le plus proche, parce qu'on partage le même président. Et donc eux, ils sont en train de penser cette approche prospective pour accompagner les entreprises. Et donc accompagner les entreprises avec les scénarios, etc. Enfin faire des scénarios, qui est une autre approche stratégique, quoi. C'est IF Initiative de Carbon 4. Et ils construisent un modèle justement pour essayer de comprendre en 2050 quels seront les besoins en eau, beaucoup de ressources, sur la base des décisions politiques qui sont prises aujourd'hui. Et surtout du stock de ressources disponibles, ce dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur cette notion de ressources. Faut qu'on revienne ou... Ouais. Est-ce que vous avez encore la question sur les ressources ou est-ce qu'on y a répondu? Non. Ok. On s'y intéresse. Oui, moi j'avais une question plus de ce que je comprends. Les scénarios sont aussi faits à partir des débats, des tendances. Est-ce qu'il y a aussi des acteurs plus comme des ONG qui sont orientés sur du plaidoyer ou militantes, qui produisent des scénarios en partant plus de la vision et à partir de là, de dire quels sont les différents moyens, les différents scénarios pour arriver à cette ou ces visions qui correspondent à ce qu'elles voudraient, quoi. Je ne sais pas si ma question est claire. Si. Voilà. Ouais. Nous, on est une ONG
Après, on n'était pas militants. Enfin, nous, on se dit à partisans, on essaie de. Enfin, voilà. Mais par exemple, Negawatt, il peut être vu par certains comme plus militant, avec une vision qui est plus orientée autour de l'équité et de la sobriété. Ouais. Mais donc, tout dépend des acteurs et de comment ils se définissent et comment ils veulent influer sur le débat. Mais oui, il y a des mouvements plus militants qui proposent des scénarios. Et juste, vous avez commencé en disant les débats influent les scénarios. Justement, on essaye de faire l'inverse. On essaye quand même que nos scénarios soient ceux qui influent les débats, influencent sur les débats. Et c'est pour ça qu'on en sort un avant les élections présidentielles à chaque fois.